Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Donc, on va démarrer à l'heure. Merci pour tous ceux qui sont présents pile poil. Donc, l'objectif de ce soir, on est content, on reçoit Saad pour échanger autour de l'analyse des datas. L'objectif, c'est pas que ça soit juste une discussion entre Saad et moi. N'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez lever la main. Si jamais vous le pouvez pour nous, bah, c'est plus sympa si on vous voit, s'il y a la vidéo plus que votre prénom et nom, si jamais le fond derrière vous est visible, c'est plus sympa. Et donc l'objectif, voilà, c'est d'échanger et de partager autour de l'analyse des data et comment ça peut optimiser la performance et l'accompagnement des joueurs et des staffs. Donc je vais laisser ça de se présenter et puis on va démarrer l'échange tous ensemble. Merci ceux qui mettent la caméra, c'est plus sympa pour nous de voir les visages. Je te laisse la parole, Saad. Oui, bonsoir à tous. Il y a des visages que je connais. Donc, voilà, Saad Drissi, comme tu disais, Baptiste, merci pour l'invitation. L'idée, c'est un petit peu d'échanger, c'est un partage d'expérience, bien évidemment. L'idée, c'est pas de faire la leçon ou d'expliquer des vérités à qui que ce soit. C'est une méthode parmi d'autres et l'idée, c'est d'échanger un petit peu autour de l'écran, autour de cette visio. Moi, ça fait 20 ans que je suis en sport pro, donc dans le rugby, bien évidemment. Et à la base, bon, j'étais préparateur physique. Ma spé à la base, c'est la musculation. Et du coup, ben, petit à petit, ben, je me suis un petit peu spécialisé dans tout ce qui est utilisation de la donnée. J'ai commencé, comme tout le monde, par de la donnée à l'utilisation des GPS en l'occurrence, liées au profilage force-vitesse, bien évidemment, au tout départ avec l'analyse vidéo, pour faire un petit peu pour profiler un petit peu mes joueurs en musculation sur tout ce qui est développé couché, soulevé de terre, squat, tirage, etc., etc. Et petit à petit, ben, je me suis intéressé un peu plus à toute la data rugby, data médicale, parce que la data physique, ben, tout simplement, ça ne suffisait pas et il fallait mettre un petit peu tout en relation, essayer un petit peu de tout croiser pour faire parler les chiffres et surtout pour avoir une analyse un petit peu plus objective plutôt que rester que sur le pifomètre. Bien évidemment, quand je dis objective, c'est utiliser la data comme un outil d'aide à la décision. Bien évidemment, le feeling du praticien et du sportif reste très important, que ce soit le coach, que ce soit le prépa, que ce soit le feeling du sportif lui-même, du joueur. C'est des choses qui sont très importantes et il faut pas les négliger. L'idée de la data, encore une fois, comme je disais, c'est de, c'est de confirmer ou pas d'ailleurs certains de nos ressentis et c'est tout simplement un outil d'aide à la décision. Euh, Depuis des années, enfin maintenant 5-6 ans, on a réussi à mettre en place pas mal de process qui permettent de croiser l'ensemble de ces données, que ce soit pour la gestion de la charge de travail globale, que ce soit pour tout ce qui est aspect de monitoring, pour la planification et la programmation, bien évidemment. Euh, Après, depuis 2-3 ans, on bascule du côté data, outils d'aide à la décision, comme data, outils de réflexion et de remise en question. Donc, après, bon, il y a pas mal d'études qui sont mises en place, des études ascendantes et descendantes. Ce que je veux dire par là, c'est que on part du terrain, on part d'une problématique terrain et on essaie de voir qu'est-ce qui, dans la donnée, peut nous apporter des solutions. Et à l'inverse, on part de la donnée brute des fois, avec une grosse masse de données, et on essaye de voir qu'est-ce qu'il en ressort.
encore une fois, pour que ça nous apporte des, euh, des informations sur ben, la gestion quotidienne du joueur, la gestion quotidienne des entraînements, la réadaptation s'il faut, et la planification, et encore une fois, pour prendre les décisions en connaissance de cause. Ils n'ont rien pu faire accessible au titre, c'est bon. Ok, merci. On a vérifié quand même comment était la position. J'entends un fond, je Ouais, sais pas. ouais. J'ai coupé le micro à quelqu'un. En effet, il y avait, je pense, la télé ou quelque chose. Nickel pour la présentation, Saad. Du coup, la première chose où on voulait discuter ensemble, c'est un peu avec ton expérience, quel système de monitoring tu peux préconiser pour que réellement ça soit acteur du projet, que derrière on puisse réellement faire des adaptations pertinentes vis-à-vis des joueurs. Sur ce que tu as connu, par expérience, où il y a des choses, tu sais que ça, globalement, ça sert pas à grand-chose de le faire. Et à l'heure actuelle, voilà, quel outil tu peux préconiser et peut-être à quelle fréquence également dans une semaine classique à un match. Après, c'est propre à chacun, c'est propre au contexte. Ça dépend aussi de la catégorie de joueurs et d'athlètes qu'on a. Est-ce que c'est un sport individuel, collectif? Les outils qu'on a à disposition aussi. Enfin, moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir pas mal d'outils. En l'occurrence, bon, forcément, il y a les GPS. Enfin, aujourd'hui, on a pas mal de choses. Il y a les plateformes de force, il y a les Gymaware, il y a les protège-dents connectés aussi. Il y a pas mal d'outils qui permettent de générer de la data. Donc, encore une fois, tout dépend du club dans lequel on est, et des budgets qu'on a alloués à ce genre d'outils. Mais enfin, perso, j'ai testé moi pas mal de process. Donc après, encore une fois, tout dépend de ce qu'on souhaite. L'idée, c'est pas de multiplier les outils et de multiplier les méthodos, mais c'est enfin, pour simplifier, enfin, il faut simplifier et il faudrait avoir une méthode et l'utiliser à fond. Si on y croit et si ça nous permet en fait de réajuster au jour le jour et avoir la possibilité en fait de prendre les bonnes décisions au bon moment, ben, il faut rester sur cette méthode et sur cet outil. Il y en a qui utilisent le RPE, il y en a qui utilisent le wellness, il y en a qui utilisent que le poids de corps. Enfin, moi, personnellement, le poids de corps, c'est quelque chose qu'on suit régulièrement, surtout sur les grosses journées d'entraînement. Donc, il y a un minimum de prises semaine sur les grosses journées, éventuellement début de semaine, fin de semaine pour certains, pour certains gabarits, on va dire. Après, le wellness, c'est quelque chose aussi intéressant. Souvent, c'est lié on le fait au même moment que le poids de corps. Encore une fois, l'idée, c'est de simplifier, c'est pas de faire 10 questions, 15 questions ou 20 questions, c'est d'aller à l'essentiel. Moi, personnellement, il y a trois items. C'est le sommeil, les douleurs, les tensions et éventuellement quelque chose autour de est-ce que, il y a maladie ou est-ce qu'il y a une blessure qui s'est déclarée du jour au lendemain. Ça s'arrête là. L'idée, c'est pas de saouler aussi l'athlète, c'est de faire en sorte que ça nous crée des warnings pour éventuellement enclencher un échange avec le joueur. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rester derrière l'écran et de voir les chiffres ou de voir les warnings en rouge. C'est que si on a quelque chose qui sort de la norme du joueur, la norme individuelle du joueur, que ça puisse nous alerter pour qu'on aille le voir, pour que ça crée un dialogue et pour qu'on échange avec le joueur. Et ça reste la chose la plus importante. Euh, Après, bien évidemment, il y en a pas mal qui utilisent le RPE. Le RPE, c'est un outil assez simple et c'est assez intéressant à mettre en place, même si ça prend en compte des données subjectives. Moi, personnellement, par expérience, c'est pas quelque chose que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Euh, Tout simplement parce que il y a tellement d'autres outils et tellement d'autres de données à côté qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, à certains moments, je l'utilise. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était il y a 3 saisons. Et pour moi, le gros intérêt du RPE, c'est surtout d'orienter les récupérations juste après la séance, quand on connaît bien le joueur, quand le joueur nous fait confiance
euh, et qu'on se fait confiance mutuellement, ben, quand on sait que d'habitude il répond 6 et qu'un jour il répond 8, ben, au moins tu peux l'orienter vers les kinés, tu peux l'orienter vers le bon mode de récupération. Ça, c'est quelque chose d'assez important. La deuxième chose que je fais de manière un petit peu macro, c'est une fois que j'ai recensé une grosse quantité de données, j'essaie de croiser en fait tous les ressentis des joueurs, tous les RPE et SRPE avec les données objectives. Et l'idée, c'est de déterminer en fait avec une grosse matrice de corrélation, c'est de déterminer le ou les paramètres les plus parlants. Euh, et du coup, l'idée, c'est de mettre en relation des paramètres objectifs avec des paramètres subjectifs. Et c'est ces paramètres-là que je flague dans la gestion de la charge individuelle du joueur. Voilà, de manière générale, c'est un petit peu comme ça que je procède sur le monitoring au sens large. Bien évidemment, il y a tous les process un petit peu de screening qui sont faits avec généralement la partie médicale, les kinés. Euh, Après, bon, on peut tester pas mal de choses. On peut voir le test de grip, le squat jump. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Encore une fois, moi, par expérience, il faut simplifier. Il faut simplifier parce que plus on fait de choses, plus on se perd et plus on perd les joueurs et les athlètes qu'on a entre les mains. Plus c'est simple, mieux c'est. Et après, comme je disais tout à l'heure, il y a les GPS aussi qui permettent de quantifier pas mal de choses au jour d'aujourd'hui. Là, encore une fois, il faut contextualiser, il faut simplifier, il faut avoir plusieurs façons de voir un petit peu l'entraînement, plusieurs façons de voir la quantification de la charge. Il n'y a pas un paramètre magique, c'est un croisement d'un ensemble de paramètres qui font qu'à un moment donné, tu vas prendre la bonne décision. Et bien évidemment, avec les chiffres, il faut les confronter à notre feeling et à notre expérience terrain et aussi au ressenti du joueur. Euh, Il y a des moments où il y a des choses qu'on ne monitore pas, comme par exemple un joueur, ben, il est papa du jour au lendemain, et à un moment, il ne dort plus, à un moment, ben, il peut y avoir des périodes assez complexes à gérer avec la famille, et c'est des choses qu'il faut prendre en compte euh, sans qu'on ait des données. Euh, Euh, voilà. Et après, pour revenir au GPS, ben, les GPS, il y a différentes façons de les utiliser. Encore une fois, si on part du principe que le joueur, il fait partie du groupe performance au sens large, c'est-à-dire il joue d'un week-end à l'autre, il n'est pas blessé, ben, il y a la gestion de la charge au quotidien, la gestion de la charge de la semaine, gestion de la charge sur le cycle. Et là, à ce moment-là, ben, il y a plusieurs façons de découper. C'est l'entraînement au sens large, c'est les drills, les périodes et aussi tout ce qui est séquençage, ce qu'on appelle ball in play, c'est toutes les séquences de jeu, euh, enfin, toute l'alternance de séquences de jeu avec les séquences de récupération. Après, bon, forcément, on essaye un petit peu de comparer ben, ce que fait le joueur par rapport à ses normes, par rapport à la journée, à la temporalité de la semaine, à la programmation de la semaine. Un J+2, enfin, quand on joue samedi, c'est le plus simple. Un J+2, c'est généralement une journée de reprise un petit peu d'activité d'un point de vue couru. Ça peut nous arriver de mettre du rythme, mais généralement, on essaye de limiter les courses longues, les sprints, etc. Euh, Ça n'empêche pas de faire une séance de musculation en bref, en force. Les journées en J+3, ben forcément, on essaye un petit peu de monter en intensité et monter en volume. C'est les grosses journées un petit peu de la semaine. Euh, En J+4, mercredi, quand on joue samedi, généralement, c'est un petit peu journée off. Le jeudi J-2, c'est journée d'intensité, mais on essaye un petit peu de limiter le volume. Quand je dis intensité, je parle d'intensité avec un grand I au sens large. Ça peut être des sprints, ça peut être des accels, ça peut être de la course longue et aussi des changements de direction. Le J-1, généralement, c'est de la répétition un petit peu plus tranquille et le jour du match. Et ça, c'est les semaines un petit peu classiques. Enfin, moi, personnellement, je pars du principe que le bon prépa, c'est celui qui maîtrise pas mal d'outils, pas mal de méthodos
Et du coup, il utilise la bonne méthode au bon moment avec le bon groupe. Il n'y a pas de, encore une fois, comme je disais au début, il y a pas de vérité. Il y a plusieurs façons de faire. Euh, et à un moment ou un autre, comme les saisons elles sont longues, ben, il faut savoir changer un petit peu de méthodo, de mode d'entraînement, de semaine type. Et il faut que ce soit variable. Il faut que ce soit variable sans pour autant sortir du schéma de jeu, du plan d'action, de l'objectif final, qui reste quand même la victoire. La victoire ben, du week-end et la victoire à la fin de la saison, bien évidemment. Il me semble que j'ai abordé pas mal de choses. Je ne sais pas s'il y a des questions sur un élément bien précis. Oui, tu m'as parlé tout à l'heure de prévisionnel. Bien évidemment, il y a un prévisionnel et après, on essaye un petit peu de réadapter au fur et à mesure. Enfin, moi, personnellement, sur le côté adaptation, je suis pas pour le fait d'être derrière l'écran, derrière le chiffre euh, à l'instant T, à l'entraînement et à l'oreillette gueuler sur le coach. Non, faut s'arrêter. Non, faut y aller. Non, faut arrêter tel mec, etc., etc. Je suis pas pour. Je suis pas du tout pour ce type de process. Encore une fois, comme je disais, l'important, c'est le ressenti du coach, c'est le ressenti du joueur. Et c'est la priorité, ça reste ben, le sport. Moi, en ce qui me concerne, c'est le rugby. C'est pas le chiffre. Et on sait très bien que d'un point de vue physiologique et nerveux, il y a une certaine inertie d'adaptation, qu'elle soit positive ou négative. Et pour moi, cette fenêtre d'inertie, elle est de 15 jours. Je sais qu'il y a beaucoup de prépas qui cochent des cases pour cocher des cases, qui sont sur le chiffre. C'est pas parce qu'on fait 4500 mètres sur une séance au lieu de 5000 ou 4650 au lieu de 4000 que forcément l'entraînement ne s'est pas bien passé ou qu'on va pas atteindre les objectifs. Il y a il y a toujours du temps pour réadapter ce qu'il faut réadapter dans la semaine. Euh, on a une fenêtre de tir aussi à la fin de semaine pour les joueurs qui ne sont pas retenus dans le groupe, qui restent en dehors du groupe qui se déplace, ou quand on joue à domicile, ben, ils ne sont pas retenus sur le match. Et il y a toujours moyen de leur faire des compensations soit pour arriver au niveau des autres, soit pour être sur des cycles de développement et pour les préparer pour des échéances ou pour des périodes un petit peu plus lointaines. Après, comme je disais, sur le prévisionnel au départ, tout dépend aussi de la structuration de la semaine, du nombre de séances d'entraînement qu'on a dans la semaine. Mais de manière globale, on le construit sur la base de notre bibliothèque de drill. On sait de manière globale, enfin, nos entraînements, on essaye de les différencier, de les classifier un petit peu par thématique. Les grosses thématiques, pour simplifier, encore une fois, c'est tout ce qui est atelier, petit périmètre. Et au milieu, il y a tout ce qu'on appelle demi-collectif, c'est tout ce qui est demi-terrain. Et collectif total, c'est 15 contre 15 sur tout le terrain. Pour simplifier, c'est un petit peu ça. Donc, et dans chaque famille, on a des sous-catégories. On sait de manière globale que les ateliers, ça varie entre 50 mètres minutes et 60 voire 65 mètres minutes. Les demi-collectifs, on sait que ça varie, là encore une fois, entre 80 et 95 mètres minutes. Et les collectifs, ben, ça varie entre 105 et 115 mètres minutes, euh, de manière un petit peu grossière. Et là encore une fois, pour simplifier, pour schématiser, il suffit de multiplier le, la durée de la période par le métrage minute moyen et on peut facilement estimer la distance totale d'une séance d'entraînement. On peut faire pareil pour tout ce qui est HI à la minute, on peut faire pareil pour tout ce qui est Axel à la minute. Et avec ça, on fait un prévisionnel. Donc, pour ma part, j'ai pas mal travaillé sur des process de prédictifs, de charge de travail et de programmation de la semaine. Quand je dis prédictif, je parle de vrais prédictifs. Je différencie ça du prévisionnel. Ce que je discutais tout à l'heure, c'était plus du prévisionnel construit, on va dire,
c'est une estimation. Un prédictif, c'est l'utilisation de process, des algorithmes de machine learning qui permettent de dire en fonction de ton historique, en fonction de ce que tu as pu faire, et bien évidemment mettre en relation ce que tu as pu faire avec le résultat, qui reste quand même la victoire, pour pouvoir avoir un intervalle de travail dans la semaine, dans la séance d'entraînement, etc., etc. Mais encore une fois, ça reste des choses qui sont super intéressantes d'un point de vue statistique, mathématique et d'un point de vue data, mais faut pas que ça prenne le pas, encore une fois, sur le feeling du praticien. Quand je dis praticien, j'englobe un petit peu tout le monde dedans. Le médical, la prépa, le data aussi et le coach. Et le plus important, ça reste le joueur et la sensation du joueur sur le terrain. Nickel. Moi, j'ai une question, Saad. Quand tu parles de programmation, de semaine, tu l'as construit toi tout seul en amont et tu fais une proposition à l'entraîneur, ou c'est construit sur une réunion commune? Parce que je sais que j'ai certains, ça peut arriver que certains, tu sais, ils disent, alors par exemple dans le foot, voilà, lundi il faut faire ça, mardi il faut faire ça sur les KPI athlétiques que l'on pense être importants. Toi, comment ça se passe? C'est voilà, c'est une Euh, construction ensemble? Moi, perso, par expérience, je suis pas pour le fait qu'il y ait une seule personne qui décide de ce genre de truc, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on ne peut pas décider seul, peu importe l'expérience, peu importe le statut de la personne ou le rôle de la personne. C'est une discussion commune qui doit se faire entre le head coach, les coachs, le responsable de la prépa, le responsable de la data. C'est un échange. Et bien évidemment, les personnes qui doivent être autour de la table, ils doivent connaître le milieu, ils doivent avoir de l'expérience. Quand je dis responsable de la data, si c'est un mec qui fait que de la statistique et qui a une formation de statisticien ou de mathématicien, bien évidemment, il ne va pas apporter grand-chose. Peut-être qu'il va créer un modèle assez robuste de prédictif, mais ça reste encore une fois de la data. C'est pas lui qui va dire oui, il faut qu'on fasse 2 entraînements tel jour et un entraînement tel jour orienté vers de la vitesse enfin, de la haute intensité ou des accels, etc., etc. En fait, c'est un mélange d'échanges. Et, enfin, moi, personnellement, encore une fois, par expérience, c'est ce qui fait la richesse des choses. Il ne faut pas rester sur un modèle stéréotypé. Les saisons sont très, très longues et on ne peut pas être tout le temps novateur. Être premier une fois, ça peut arriver. Le rester, c'est encore plus compliqué. Et pour le rester, tu es obligé de te renouveler. Quand je dis te renouveler, je parle du groupe de travail. Tu es obligé de te challenger, tu es obligé de penser ou de réfléchir à des choses différentes, tu es obligé de refaire les choses différemment, de te poser des questions, de te remettre en question. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de data comme outil de réflexion et de remise en question. Souvent, quand on fait des analyses macro et des bilans, on se sert de la data justement pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Bien évidemment, on a nos KPI, KPI que ce soit sur le plan cubistique ou sur le plan physique. Qu'est-ce qui permet d'augmenter nos probabilités de victoire d'un point de vue physique? Qu'est-ce qui permet d'augmenter nos probabilités de victoire d'un point de vue rugbystique? Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Euh, Là, on parle que de la planification, de la programmation, mais euh, il y a aussi la performance terrain. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain en relation avec cette programmation et cette planification? Il y a la préparation aussi de l'adversaire. Il y a des choses à prendre en compte aussi en fonction de l'adversaire qu'on va rencontrer, de l'effectif qu'on a, euh, de la météo, du terrain, de la surface du terrain. La préparation aussi liée à l'arbitre qu'on va rencontrer. Il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Et enfin, moi, personnellement, depuis maintenant 6-7 ans que je me spécialise de plus en plus dans le côté data, en fait, c'est ce qui me plaît. C'est que on a une vision à l'aide de la data, une vision 360 de la performance. On touche un petit peu à tout. Bien évidemment, l'élément qui nous anime le plus à tous, c'est améliorer la performance et individuelle, mais individuelle au service d'un collectif. Euh,
et surtout en objectivant les choses. Il y a des moments où, encore une fois, ben, les statistiques nous confirment un petit peu notre ressenti. Il y a d'autres moments où ça va à l'inverse. Et c'est ce qui est intéressant parce que quand ça va à l'inverse, à ce moment-là, ben, c'est soit tu te remets en question, ben, soit tu restes convaincu par ton feeling, par ton expérience, par ton expertise que ben, malgré le fait que la data te dise qu'il faut aller à droite, ben, toi, tu décides d'aller à gauche. Et la décision que tu prends, en tout cas, tu la prends en connaissance de cause. D'accord. Et donc, du coup, à quoi ça ressemble votre feuille de route, tu vois, une fois que tu as fait ton prévisionnel de semaine, où, ben, par exemple, il y a J+2, vous faites ça à l'entraînement. À côté, tu as quoi comme KPI? Tu as que des KPI athlétiques, ou en termes d'Axel, de DCL et tout, ou même pas? Non, même pas. Encore une fois, comme je dis, l'idée, c'est pas de cocher des cases pour cocher des cases. Euh, L'idée, c'est de faire de l'intensité au sens large. Quand je dis intensité au sens large, il y en a certains, quand je parle d'intensité, ils pensent à Axel, il y en a qui pensent à course à haute intensité, il y en a qui pensent à sprint. Nous, quand on parle d'intensité, c'est tout ça mélangé et faire en sorte en fait que notre bowling play il soit le plus dense possible. Et on essaye de croiser justement les séquences qu'on fait sur le bowling play, donc tout ce qui est alternance, temps de travail, temps de récup, en déséquilibrant bien évidemment la récup. Pour parler de manière plus simple, c'est deux temps de travail pour un temps de récup, pour schématiser un petit peu. Et une fois qu'on a ça et qu'on essaye de répéter ça sur 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes sur des blocs un petit peu longs, sans mettre de rotation ou à certains moments en mettant des rotations, c'est de maintenir ça sur une rythmicité assez élevée. Quand je dis rythmicité, c'est le métrage minute élevé, c'est HI minute élevé, c'est Axel minute élevé. Et en parallèle de ça, la densité, à garder une densité rugbystique assez haute. Ce qu'on appelle densité, ben, c'est toutes les actions qu'on met rugbystique. C'est tout ce qui est pass, offload, ruck, etc., etc. Quand on a un bon équilibre des deux, de nos KPI physiques et de nos KPI rugbystiques, qu'on monte vraiment les joueurs, qu'on pousse les joueurs dans leur retranchement en mettant des 3 temps de travail pour un de récup ou 4 temps de travail pour un de récup, et qu'on arrive à maintenir des hauts niveaux de rythmicité physique et rugbystique, euh, bien évidemment, à ce moment-là, on sait qu'on a fait un bon entraînement. Après, bon, il y a l'œil du coach aussi qui te dit si, d'un point de vue technique, les choses ont été bien faites ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire 200 passes, sortir de l'entraînement avec 200 passes et point barre. L'idée, c'est de les faire au bon endroit, au bon moment, avec les bons timings. Et, euh, et du coup, ça, c'est le rôle de l'ensemble des coachs qui sont sur le terrain et qui ont des rôles un petit peu différents pour driver tel groupe de postes, tel joueur, telle partie d'entraînement. Et les joueurs aussi qui sont sur le bord à prendre en compte, bien évidemment. Ok. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions à poser à Saad sur cette première partie monitoring et programmation des séances. Moi, j'aurais une question, Baptiste. Oui, je Même t'en deux. prie. Je vais mettre la caméra, mais je suis sur le téléphone. Bonjour à tous. Bonsoir, Saad. Je me présente, Thibaut Reboul. Je suis sport scientist du Stade de Reims. Donc, je travaille avec Baptiste, surtout sur la partie réathlée. Et j'avais une question concernant le monitoring. Est-ce que tu préconiserais plus de le faire de manière quotidienne, que ce soit sur, comme t'expliquais, poids du corps ou tout ce qui est prise de données wellness, ou à des moments clés de la semaine? Enfin, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de simplifier. Si tu le fais tous les jours, pourquoi tu le fais tous les jours? Et si tu le fais pas tout le temps, pourquoi tu le fais pas tout le temps? Et dans un cas ou dans l'autre, peu importe le choix que tu fais, faut l'expliquer aux joueurs. Ok. Et à chaque fois, il faut mettre sur la balance le temps que tu passes à faire quelque chose par rapport au résultat que tu vas obtenir avec le quelque chose que tu mets en place. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu le mets en place tous les jours, ben, les joueurs, à un moment ou à un autre, ils vont te dégueuler. Ouais, Si tu ouais, le fais sur un mois ou 2 mois, il n'y a pas de souci.
c'est justifié. C'est une période peut-être charnière. Ça m'est arrivé de le faire, par exemple, sur les périodes où il faisait froid, où j'ai condensé un monitoring plus sur une période un petit peu comme ça. Mais quand je dis il fait froid, bien évidemment, il y a de la pluie, etc. Les terrains deviennent boueux, donc il y a une sensibilité différente à avoir et il y a une attention différente à apporter aux joueurs. Tout est, encore une fois, tout est justifiable. Il ne faut pas s'enfermer dans un carcan, il ne faut pas s'enfermer dans un plan pour respecter le plan. Il faut être flexible et il faut savoir que quand on prend une décision et qu'on met en place quelque chose, il faut que ça ait un but derrière. Et si tu le fais juste pour justifier le fait que tu dois le faire, ça n'apporte rien du tout. Si ça t'apporte une réelle plus-value sur la gestion de tes semaines d'entraînement, sur la gestion de la charge de travail des joueurs, à ce moment-là, c'est justifié, tu le gardes. Encore faut-il que les personnes qui soient autour de toi, qui sont autour de toi, ils puissent l'appréhender, le comprendre et surtout l'utiliser. Ok, parfait, merci. Et j'avais une deuxième question, c'était cette fois sur euh, ton recueil de données sur les drills que tu expliquais. Euh, donc, Baptiste, il m'avait un peu parlé de toi et donc il m'avait dit que ça faisait plusieurs années que tu étais au Stade Toulousain. Et donc, quand tu as fait ton recueil des drills, est-ce que le fait que, par exemple, s'il y a eu des changements d'entraîneur, toi, ça n'a pas modifié ton recueil de drills et donc ça a pu modifier, je sais pas, par exemple, bah, je ne me connais pas trop au rugby, mais sur des phases où de jeu tout terrain, un coach mettait beaucoup plus d'intensité qu'un autre. Et est-ce que toi, sur ça, ça t'a pas un peu, pas biaisé, mais fait varier les données? Bien sûr qu'il y a de la variation. Après, j'ai la chance d'être dans un contexte et dans un club qui est assez stable. Donc, le changement de coach, bien évidemment que c'est arrivé. Et enfin, personnellement, j'ai la chance de travailler avec un staff qui est assez stable depuis un certain temps. Après, en fonction du coach qui anime tel drill ou tel drill, bien évidemment qu'il y a des différences. Mais personnellement, enfin moi je voyais pas ça comme un frein. Je l'utilisais au contraire pour essayer de challenger les coachs pour qu'ils aient comment dire, une augmentation en fait des KPI qu'on recherchait en fonction du drill. Il y a des coachs, par exemple, où quand on fait du ball in play, de l'alternance, temps de travail, temps de récup, on est sur du 1 point. Il y en a d'autres où on est sur du 2 points. Il y en a d'autres où on est sur du 3 points. Et en fonction des périodes et en fonction des drills et des coachs qui drive, ben, à certains moments, j'utilise un petit peu ça pour essayer de les challenger et d'orienter un petit peu les intensités qu'il faut avoir. Aujourd'hui, je n'ai plus cette problématique-là parce que on part du principe qu'à partir du moment que tu sors sur le terrain, ben, faut tout faire à 200%. Et ça reste un petit peu le fond de commerce. Après, bien évidemment, il faut l'amener progressivement, il faut faut l'utiliser à bon escient, il faut faire en sorte de, de bien quantifier les choses, de bien connaître son groupe et aussi organiser bien comme il faut en fait toutes les périodes un petit peu de rotation pendant la saison. Ok, je te remercie. Avec plaisir. Je t'en prie, Reda, tu as levé la main si tu veux poser une question à Euh, Saad. oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très Oui, bien. oui, très bien. Super. Moi, alors, je me présente déjà, Reda. Je suis un data scientist fan de sport, mais amateur encore, donc pas professionnel, je suis encore en train d'apprendre. Et, je me posais la question, j'avais entendu dans une autre interview que vous aviez faite que vous utilisez le logiciel Catapult pour Oui. justement la captation GPS, et je connais pas assez ce logiciel, et je voulais savoir par rapport au traitement de la data. Comment vous faites à partir de ces millions de lignes de données pour chaque joueur, j'imagine, enfin, qu'on cumule surtout tous les joueurs, de prendre cette data? Est-ce que vous utilisez Excel pour recréer ces KPI, créer des formules et des modèles, ou c'est automatisé sur le logiciel?
Ben, en fait, chacun l'utilise un petit peu comme il veut. Moi, je te parle un petit peu de ma façon de l'utiliser. Bien évidemment, Catapult, c'est un petit peu notre fournisseur d'outils GPS. Euh, on a pas mal de réunions d'ailleurs avec les collègues et je vois un collègue autour de l'écran avec qui on a bossé depuis maintenant des années pour avoir quelque chose d'assez fiable. Il y en a qui utilisent en fait le soft de Catapult qui est déjà très très bien, mais bon, qui est limité quand on veut aller très très loin dans les process et dans le croisement de données surtout. Enfin, moi, pour ma part, j'exporte toutes les données comme je le souhaite vers des Excel ou des CSV. On est en train de travailler en interne pour travailler avec l'API pour avoir les fichiers bruts. Donc, on a fait beaucoup de tests depuis maintenant 2 ans, mais bon, ça n'apportait pas jusque-là, ça ne m'apportait pas satisfaction à ce que je voulais parce qu'il y avait beaucoup de limitations. Depuis maintenant 1 an, ces limitations, elles ont été levées et on arrive à faire beaucoup plus de choses avec les données brutes de l'outil. Et après, je travaille, comme pas mal de mes collègues, avec Power BI. Donc, on a un gros SharePoint club qui est spécifique au club dans lequel on a organisé l'ensemble de nos données, l'ensemble de nos sources de données et tout est centralisé avec Power BI. D'accord. Et aussi, je me posais la question du coup, comme il y a cette captation par GPS, moi je travaille un peu de mon côté, mais sur la captation plus vidéo, c'est-à-dire avec par exemple un logiciel qui s'appelle YOLO de reconnaissance vidéo. Et je ne D'accord. sais pas si vous avez déjà des processus qui sont en place pour, par exemple, capter la data des adversaires aussi durant les matchs. Parce que je ne sais pas si la data est ouverte à tous les clubs et partagée entre tous les clubs ou si c'est à chaque club justement de faire l'effort de la capter. Mais en fait, quand on parle de GPS, c'est propre à chaque club. Après, si tu parles de captation vidéo, ça, c'est libre. Normalement, on a des prestataires de services, des prestataires extérieurs, des boîtes extérieures qui analysent via la vidéo ben, le nombre de passes, le nombre de rucks, etc., etc. Mais ce dont tu parles, je pense que c'est du processing vidéo, c'est différent. Mhm. C'est des projets pour le moment. C'est pas encore fonctionnel à 200%, mais c'est des projets. Il y a des clubs qui sont en train de tester le process. Nous, on en fait partie. Est-ce que on l'utilise à 100%? Non, c'est pas encore le cas parce que, comme je disais tout à l'heure, l'homme a son importance dans le truc et la machine, l'idée, c'est pas de faire remplacer l'homme par la machine, c'est utiliser la machine pour que l'homme soit plus productif. Et du coup, faut laisser le temps au temps. Et je pense que dans un avenir proche, on pourra avoir des outils assez fiables qui font du processing vidéo, surtout sur les événements. La grosse problématique qu'on a sur le rugby, c'est les phases de contact, parce que faire du processing vidéo pour un événement qui est simple, une passe, ça va. Mais quand il s'agit de tracking pour remplacer les GPS et avoir ben, les vitesses de déplacement, etc., à partir du moment que tu as une phase de contact, ben, le signal, il est complètement perdu et c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'on va y arriver, mais je pense pas que ça sera dans la saison. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça, pour continuer, moi j'ai trois questions qui nous amèneront à la suite. Alors, dans le foot, on utilise beaucoup les CPK. Donc, je voulais avoir ton point de vue vis-à-vis de cet indicateur. Ensuite, tu as parlé de quand toi tu récupères les infos, là ça m'intéresse plus sur ton poste d'analyse data. Donc, c'est toi qui récupères les infos. Et après, qui c'est qui communique les infos à l'entraîneur ou qui est-ce qui sont les joueurs? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est un prépa ou responsable perf ou un entraîneur adjoint? Et ma dernière question, c'est quand tu as dit on explique aux joueurs, quand tu dis tu expliques aux joueurs, c'est en pré-saison, vous faites des réunions de présentation du projet athlétique, où vous expliquez aux joueurs
le système de monitoring qui va être mis en place, pourquoi les GPS sont mis, etc. Et donc après, ça nous permettra d'aborder la dernière partie, c'est comment justement tu accompagnes les joueurs via la data. Est-ce qu'ils reçoivent des choses? Est-ce qu'ils ont accès via une application? L'explication, elle ne se fait pas, enfin la présentation ou l'explication ne se fait pas qu'en début de saison. Comme je disais, l'idée c'est d'essayer de changer un petit peu en fonction des périodes et de s'adapter en fonction des périodes. Le plan général, bien évidemment, il va être expliqué en début de saison, mais ça peut arriver où des périodes où on présente des choses, des moments où on affiche des papiers de certains rapports. Des fois, on change de rapport, des fois, on change de paramètres qu'il faut prendre en compte. Des fois, on n'affiche plus rien du tout, encore une fois, en fonction des périodes. Des fois, on envoie sur le téléphone. Euh, Là, le dernier truc sur lequel j'ai bossé, c'est la mise à disposition d'espèces de grosses tablettes tactiles. Quand je dis tablette, c'est un petit mot, c'est des écrans comme ce qu'on trouve un petit peu aux centres commerciaux pour se repérer, pour les plans. C'est des écrans géants tactiles où on met à disposition les données des joueurs. C'est soit les données retour match, que ce soit rugby ou physique, rugbystique ou physique, et aussi des données vidéo, les données d'entraînement. Euh, Là encore une fois, ça dépend des périodes, ça dépend de- des résultats aussi. Ça y joue. On a eu des périodes, et là encore une fois, je parle par expérience. Il y a eu des périodes où on perdait et à un moment, on a complètement arrêté en fait la diffusion des données parce qu'on s'est rendu compte que ça créait pas mal de biais et c'est quelque chose qui est très 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 important et il faut vraiment en avoir conscience. Typiquement, le joueur dans un sport collectif, comme je disais, l'individu, il est au service du collectif. Si en perdant, le joueur il sort en regardant sa stat, il se frotte le ventre et il se dit bon, moi j'ai fait cette borne, j'ai fait ce que j'avais à faire. euh, Là, attention, le joueur il fait fausse route et toi, en tant que membre de staff, forcément, tu fais fausse route aussi. Donc, quand on commence à voir les premiers signes de ça, faut stopper de suite le- la problématique. Ça arrive souvent chez des jeunes. Il faut leur faire prendre conscience que c'est pas le plus judicieux. Là, encore une fois, par expérience, c'est pas parce que tu as fait de la quantité ou que ton chiffre il est haut que forcément c'est égal à performance plus, plus, plus. Euh, Ça peut arriver d'avoir des chiffres très, très, très hauts en termes de déplacement et prendre 40 points. Et ça peut arriver aussi d'avoir des chiffres très, 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 très bas et à l'inverse, mettre 40 points. Donc, le toujours plus n'est pas forcément égal à performance. Je parle d'un point de vue physique, bien évidemment. C'est un équilibre entre les aspects physiques et les aspects rugbystiques. Et l'idée, encore une fois, c'est le physique au service du rugby. Euh, le but du préparateur physique, c'est de faire en sorte que le joueur il soit en forme, en pleine possession de son potentiel pour pratiquer, pour, exercer les tâches qu'il a à faire avec le maximum de lucidité possible et le plus longtemps possible. Ok. Après, du coup, j'avais la question sur les CPK. Vous les utilisez dans le rugby ou c'est pas un indicateur pertinent pour toi? Les CPK, personnellement, c'est des choses que j'ai utilisées. En plus, on a eu la discussion encore aujourd'hui avec des collègues, que ce soit CPK ou d'autres marqueurs biologiques comme le ratio testo-cortisol, etc. Les marqueurs sanguins, le lactate, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses personnellement que j'ai pu tester et que j'ai essayé. Encore une fois, ok, mais pour en faire quoi? Pour en tirer quoi? Quel est le coût-bénéfice? Il faut mettre ça sur la balance. Si ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps et que tu as les résultats peut-être une semaine, 2 semaines après, c'est trop tard. Et après, il faut pas oublier que souvent, tu as entre 40 et 60 joueurs, surtout si tu t'entraînes avec un gros effectif. Et il faut le faire pour tout le monde. Et il faut réagir vite. Moi, personnellement, je suis pas pour. euh,
je suis pas pour ce type de suivi à l'instant T et au jour le jour. Bien évidemment, quand on le fait par période, si on lance une étude, si on veut prouver quelque chose, si on veut faire un suivi un petit peu plus poussé pour un joueur qui est blessé de longue date, etc., ça peut être intéressant. Mais pour le suivi d'un groupe, aujourd'hui, on a tellement d'autres marqueurs. Et encore une fois, je reste sur le fait qu'il faut simplifier. Les GPS, pareil, ils te donnent 10 000 paramètres. Ben, en fait, il faut en choisir 3, il faut en choisir 4. Ceux qui parlent le plus, ceux qui nous permettent de gagner nos KPI, comme tu disais tout à l'heure. Et il faut rester focalisé sur cela. Et si c'est le nombre de roulades et que c'est le nombre de roulades qui parle le plus au coach pour préparer sa séance d'entraînement, ben, faut prendre le nombre de roulades. Je prends vraiment un exemple extrême pour Ouais, expliquer un petit peu, pour schématiser un peu ma façon de penser, mais c'est un petit peu ça. ok. Et après, mon autre question, c'était plus d'un point de vue opérationnel dans votre mode de fonctionnement. On a des staffs maintenant qui sont de plus en plus grands. Donc, à partir du moment où tu vois un flag derrière, est-ce que c'est toi qui vas voir le joueur? Est-ce qu'en amont, il y a, en gros, qui fait quoi? Une fois que toi, tu as perçu un truc classique via un wellness ou via une donnée, c'est quoi votre process derrière pour en arriver jusqu'à l'échange avec le joueur et une prise de décision? Mais en fait, il y a pas vraiment de règles. Là, encore une fois, l'idée, c'est de créer l'échange avec le joueur. Et si la personne qui avait le flag va voir le joueur, cette personne-là va discuter avec le joueur, va voir les infos, elle va discuter avec le médecin ou avec le prépa. Le prépa ou le médecin, il va faire la même chose. S'il y a trois personnes qui vont voir le joueur, il va comprendre qu'il est bien entouré et que tout le monde se passe la com concernant ce joueur. Et il va se sentir ben, tout simplement bien entouré. Donc c'est pour ça que, il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Ça peut m'arriver d'aller voir le joueur directement, ça peut m'arriver d'aller voir le médecin directement ou d'emmener le joueur chez le médecin carrément et discuter avec avec le joueur à côté du médecin. Et ça peut arriver aussi de le faire aussi vice-versa avec le prépa. Donc là, encore une fois, il y a pas vraiment de règles. Le warning, quel qu'il soit, il faut qu'il enclenche une discussion avec un membre du staff. Et le membre du staff, il a pour responsabilité de partager l'info avec les autres collègues. Le screening, à certains moments, ben, quand on a un warning sur un VALD, par exemple, ou un exercice d'ischio ou un truc comme ça, ben, bien évidemment, ben, tu contactes de suite les kinés ou le staff médical. Et le staff médical, souvent, ben, il prend le relais, il recontacte le joueur. Est-ce qu'on reteste, pas reteste? Ça, c'est la conclusion qui sera faite suite à l'échange avec le joueur. Des fois, tu as des joueurs qui te disent, ben, oui, je suis venu au matin, je ne me suis pas bien échauffé, je ne me sentais pas de faire le test à fond. Je dis, OK, bon, on va tester peut-être différemment. Bon, OK, le warning n'a plus lieu d'être. On essaye de l'effacer. Voilà, encore une fois, le plus important, c'est l'échange avec le joueur et c'est la communication qu'il peut y avoir au sein du staff. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de prendre le lead d'un côté ou de l'autre. Si le prépa, le data ou le kiné ou le médecin essaye de se positionner avec son ego pour dire non, c'est moi, ou en fait, non, on se trompe. Le plus important, c'est le joueur. Ok. Je sais pas si des personnes ont des questions pour Baptiste, Saad. Baptiste, j'avais une question. Ouais, je t'en prie. Je me présente, je suis David, moi je suis plutôt rugby. Donc on va dire, j'ai différentes casquettes. Là, j'interviens dans un club de rugby comme entraîneur sur la partie terrain, mais j'interviens chez les jeunes et j'interviens auprès des PP pour les accompagner sur justement mettre en place des process. J'avais suivi la formation sur les GPS et il y avait quelque chose qui m'intéressait concernant la quantification de la charge hebdomadaire. Il y avait une donnée qui m'intéressait, c'était sur les coefficients que tu utilisais pour calibrer les semaines. Il y avait un coefficient de 1,3, 1,52 qui était présenté. Je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ça
car là où je suis en difficulté, par exemple, chez les jeunes, comme c'est un peu la découverte pour eux, c'est de trouver les bonnes charges pour se dire, bah là, on est un peu on est dans le juste pour développer les qualités physiques, surtout qu'ils ont du travail terrain, et c'est complété, par exemple, par des entraînements d'agilité vitesse, etc. Et pour se dire, bah, par exemple, à partir de quand on se dit, les joueurs, ils ont fait tant de quantité de sprint, c'est bon, je suis à peu près dans les clous pour développer les qualités et pas les péter, ou pour atteindre des plateaux de forme. Et voilà, cette notion un petit peu de quantification pour se dire là, je vais être efficace ou pas. J'ai bien compris qu'il y avait la notion de victoire et de défaite, mais ne serait-ce que pour se dire, ben là, sur ce volume-là, je sais qu'ils seront, quoi qu'il arrive, en forme. Voilà, je ne sais pas si ma question a été suffisamment claire. Oui, c'est clair, mais c'est difficile de donner un avis tranché parce qu'il y a tellement de paramètres, encore une fois, qui rentrent en compte. Pour revenir sur l'histoire des ratios ou des coefficients, c'est quelque chose que j'ai pu utiliser par le passé quand je venais d'avoir les GPS. Et tout simplement parce que l'idée, c'était un petit peu de prendre exemple sur les grandes nations qui avaient un petit peu plus d'historique, qui avaient un petit peu plus d'expérience sur l'utilisation de GPS que moi à l'époque. Et j'avais utilisé des ratios autour de 1,3 et 1,5 de ce qui se faisait en match. Bien évidemment, c'est valable dans le cadre de contexte pro, joueurs pro, des joueurs entraînés, etc., etc. C'est difficile d'appliquer ça sur des jeunes. Après, dans la gestion de la charge de travail de manière globale, l'idée, c'est de faire en sorte euh, de- d'habituer leur corps à enchaîner les tâches et à encaisser une grosse charge de travail. Bien évidemment, la chose la plus importante, c'est le développement athlétique, le développement physique. Et là, dans ce cas-là, on ne parle pas de victoire, défaite du week-end ou du mois ou du cycle. C'est faire en sorte que demain, est-ce qu'ils vont devenir pro, est-ce qu'ils vont pas devenir pro si on leur permet de se développer d'un point de vue physique et d'un point de vue rugbystique. Euh, après, la clé dans ce cadre-là, c'est surtout la progressivité et la progression et l'alternance des charges de travail. Quand je dis alternance, l'idée, c'est pas de faire on-off, c'est de faire du 200% une semaine et du 0% l'autre, mais c'est de construire une planification qui soit assez intelligente, qui soit assez progressive et qui soit plutôt sur le long terme. Euh, Là, après, bon, les athlètes sur les sports individuels, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur les sports pro par rapport à ça. D'ailleurs, les premiers préparateurs physiques qu'on a vus dans le rugby, c'était des athlètes. Euh, Ils sont issus de l'athlé et généralement, c'est les gros process d'entraînement et le gros principe de planification, ils viennent à la base de, de- de l'athlétisme. Après, il y a tellement de paramètres, encore une fois, à prendre en compte. Je parlais de sprint, il y a la technique de course avant, il y a le gainage au sens large, il y a la coordination, il y a la qualité de l'appui, il y a beaucoup, beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte avant de parler de la vitesse. Après, il y a une autre problématique qu'on a connue par le passé historiquement. On entendait parler sur les anciennes générations, ben, il manque de masse par rapport aux joueurs de l'hémisphère sud. Il y a ça aussi à prendre en compte. Il suffit pas juste d'aller vite, mais il faut aller vite avec un gros gabarit. Il y a 10-15 ans en arrière, les troisièmes lignes, ils pesaient 95-100 kilos. Aujourd'hui, c'est les centres qui pèsent 95-100 kilos. Et les troisièmes lignes, ils ont pris 10-15 kilos de plus. Euh, pour autant, ils vont aussi vite que l'ancienne génération, voire même beaucoup plus vite. Donc, c'est tout cet équilibre-là, en fait, qu'il faut arriver à trouver. Et encore une fois, la clé, c'est la progressivité et surtout euh, les, les bases, tout simplement. Les bases de développement, la coordination, encore une fois, les travail un petit peu sur les appuis, la technique de course, la respiration, éduquer aussi les jeunes à tout ce qui est process de récupération parce que on manque beaucoup d'éducation sportive en France au sens large, de manière générale. Et plus on leur donne de bagages, mieux c'est. Les étirements, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et c'est
encore une fois, c'est difficile de te donner une réponse toute faite parce qu'en fait, il y en a pas vraiment. Même à haut niveau, le jour où tu te dis, eh ben, tu as trouvé la méthode, ben, tu sais que tu es largué et tu as tout faux. Donc, voilà, j'espère que je t'ai donné quelques éléments de réponse. Et oui. Mais Et du coup, sur tes traceurs, par exemple, tu te dis ton volume de sprint distance sur la semaine, tu as des données qui évoluent chaque semaine dans ta planif, ou tu sais, en gros, grosso modo, chaque semaine, il faut que tu aies tant de quantité de sprint distance, tant de données de HSR, non, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de cocher des cases. Tu sais de manière générale que tu as un laps de temps de 15 jours. Si pendant 15 jours, tu n'as pas fait faire de la vitesse, tes joueurs, ils n'ont pas touché des hauts niveaux de sprint, etc., tu sais que, en tout cas, sur cette qualité physique, ça va se dégrader. C'est indéniable. Et après, là encore une fois, par expérience, plus t'en fais, mieux c'est. Et il faut juste le construire de manière intelligente. Il faut faire en sorte que ce soit progressif et faire en sorte à chaque fois de repousser le seuil de fatigue, le seuil limite les seuils limites de l'ensemble des joueurs. Et du coup, je continue un petit peu parce que est-ce que tu préconises euh, de ce fait d'avoir des entraînements dissociés, par exemple vitesse à côté pour te dire que quoi qu'il arrive, tu as des impacts de vitesse dans ta semaine, ou tu préconises plutôt de te caler avec les coachs et d'arriver vraiment à le restituer avec la vitesse max terrain? Mais là, encore une fois, c'est propre à sa propre contexte. Ça peut arriver des moments où tu choisis de le faire de manière un peu dissociée. Il y a d'autres moments où tu vas le mettre intégré avec les coachs. Il y a des moments où tu y arrives pas parce que tout simplement, ben, les thématiques de la séance ne te permettent pas d'atteindre les vitesses max. Et à ce moment-là, c'est à toi de prendre la décision de le faire peut-être de manière un petit peu dissociée. Encore faut-il que enfin, le volume total, il soit pas, comment dire, très haut pour ne pas surfatiguer tes joueurs. Tout dépend encore une fois de ta planif. Les deux sont bien, il n'y a pas un truc meilleur que l'autre. Euh, Par contre, le plus important, c'est que les joueurs ils atteignent leur vitesse max en situation rugby. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un truc qui manque. Merci. Avec plaisir. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, on touche bientôt à la fin avec des échanges avec Saad. Moi, j'ai une question. Je Oui, t'en prie, André. Bonjour Sad, bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle André bonjour. Coupera. J'ai eu l'occasion de travailler avec Baptiste et Thibaut au Stade de Reims lors d'un stage. Et j'avais une question qui m'a un petit peu interpellé. J'ai compris la distinction entre le prévisionnel et le prédictif. Et je voulais avoir une petite clarification sur l'utilisation du coup du modèle de machine learning que vous utilisez. Et pour savoir qu'est-ce que vous rentrez dedans comme information. Est-ce que c'est les KPI des GPS ou est-ce que c'est d'autres éléments? Est-ce que vous prenez en considération l'issue du match, c'est-à-dire la victoire, la défaite, dans les éléments de prédictif. Et en finalité, qu'est-ce que vous présentez aux joueurs si vous les présentez? Est-ce que c'est le prévisionnel ou le prédictif pour savoir un petit peu quelle calibration vous allez leur donner? Et ensuite, savoir un petit peu si vous les utilisez de manière individuelle pour le groupe ou par poste, pour savoir un petit peu comment est-ce que vous organisez aussi la donnée par rapport aux exigences des postes ou savoir si c'est vraiment juste individuel par rapport à la personne elle-même? Euh, Déjà, les modèles de machine learning, c'est pas des choses qu'on présente aux joueurs. C'est des choses qu'on garde entre nous, staff, qui sont présentées éventuellement au coach. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans les explications techniques des modèles de machine learning, mais c'est
Tout simplement de dire qu'on a utilisé des méthodes statistiques pour éventuellement avoir un prédictif de charge de travail qui soit cohérent. Après, on parle de KPI depuis tout à l'heure. Pour moi, les KPI, c'est ceux qui te permettent de gagner. Mm. Donc, c'est les paramètres qui sont en relation avec la victoire. Donc, et c'est ces éléments-là qu'on essaye un petit peu de flaguer. Donc, le modèle prédictif que j'ai pu créer, il est lié à ces KPI. Après, l'idée, c'est de trouver en fait des correspondances entre les KPI et les paramètres qui sont euh, utilisables et compréhensibles par la majorité des personnes. Si je reprends encore l'exemple du nombre de roulades, si je dis ben, cette semaine, il faut qu'on fasse 100 roulades, le coach il va me rire au nez. Si par contre je lui dis il faut que les avants ils fassent 12 000 mètres dans la semaine, les 12 000 mètres sont étalés sur le J+2, J+3, J-2 à tant par type de séance, là par contre il m'écoutera. Euh, Après, encore une fois, il n'y a pas de vérité, c'est des modèles statistiques, il ne faut pas l'oublier. Et à chaque fois, quand on fait un modèle statistique, il y a un pourcentage de fiabilité. Et enfin, moi, personnellement, quand je travaille avec des modèles comme ça, à chaque fois, je donne des fourchettes. C'est entre temps et temps. L'idée, encore une fois, c'est pas de cocher des cases, c'est de donner des orientations. Euh, Ça m'est arrivé d'utiliser des modèles comme ça pour planifier. Bien évidemment, ça reste le feeling le plus important. Il y a des moments où on a été dans les normes, des moments où on n'a pas été dans les normes. euh, et pour autant, ça a bien marché. Et ça, faut pas l'oublier. Il y a des moments où j'inscrivais ben, sur le, sur le rapport final de la semaine, avant le match, le pourcentage de probabilité de victoire en fonction de ce que me disait le modèle. Euh, Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que tout simplement, je me suis rendu compte que ça rajoutait plus de stress qu'autre chose. Et malgré le fait que le résultat était souvent fiable. Euh, donc voilà. Enfin, encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Euh, il faut que ça soit parlant, il faut que ce soit simple, et il faut que tous les individus qui sont autour de la table, qui sont autour du staff, qui soient éduqués à l'utilisation de la data avant de rentrer dans des process comme ça. Et après, pour revenir à ta réflexion autour de l'individu, le poste, etc., euh, c'est l'individu au service du groupe, au Mm. service du collectif. Donc l'idée, c'est de présenter quelque chose de collectif. Là, encore une fois, il y a la charge de travail collective, il y a la charge de travail par groupe de poste et il y a la charge individuelle. Quand on présente un rapport, on présente le groupe de poste et le collectif. Il y a des lignes où il y a le nom du joueur, mais en relation avec son groupe de poste et en relation avec le collectif. Ok. Et peut-être une dernière réflexion, c'est de savoir, parce que tu commences à avoir un petit peu d'expérience aussi, et j'imagine que le modèle, tu l'as créé depuis quelques temps déjà, c'est de savoir quelle valeur le résultat de ce modèle commence à prendre dans les décisions que tu vas instaurer, du coup, que tu vas pouvoir faire comme insight pour la suite. Enfin, quelle est l'importance de cette valeur-là par rapport aux autres C'est KPI ou... Encore une fois, c'est à titre informatif. C'est pour confronter en fait le modèle statistique avec notre ressenti. Point barre. À Ok. certains moments, ben, notre ressenti nous dit, ben, OK, le modèle, il nous dit qu'il faut faire ça, mais notre ressenti nous dit qu'il y a d'autres paramètres qui ne sont pas intégrés au modèle. Il ne faut pas l'oublier. Déjà, rien qu'en discutant, en communiquant, il peut y avoir des biais. Et souvent, ben, c'est ce qui se passe avec les modèles. Euh, on peut avoir toutes les données possibles et imaginables, on peut quantifier et calculer tout ce qu'on veut. Il y a toujours une partie du tableau qu'on ne voit pas. Et c'est presque celle-ci qui est la plus importante. Je te remercie. Avec plaisir. J'aurais une question sur le modèle aussi. Dans Oui, du coup, tu fais travailler le modèle sur une application type Google Colab? non, non, non.
Non, comme je disais tout à l'heure, je travaille avec Power BI. Power BI, je construis bien évidemment mes dashboards, mais derrière, il y a du R, il y a du Python. Je travaille avec VS Code surtout. Et voilà. Enfin, le gros du travail de codage, il se fait sur Python plutôt. Voilà. Tous les algorithmes de machine learning, on les fait sur Python. Et après, on les intègre dans les, dans les dashboards de Power BI pour que ce soit un petit peu plus visible. Et est-ce que derrière, il y a une forme de transversalité avec les autres catégories où votre fonctionnement n'est pas forcément, vous êtes assez cloisonné, où vous partagez pour avoir un peu des traceurs, parce que vous êtes quand même réputé pour avoir un club formateur. Est-ce que du coup, les joueurs qui sortent de votre formation sont habitués très tôt à la pratique des datas, à être dans cet environnement-là? Oui, ça fait des années qu'on travaille un petit peu comme ça. L'idée, c'est d'avoir une vision un petit peu descendante. Enfin, moi, personnellement, mon rôle, il est transversal, donc je gère un petit peu l'ensemble des datas liées à la performance. C'est pour ça que je parlais un petit peu de vision 360 au début de la visio. Et en fait, tout ce qui est fait chez les pros est décliné sur les autres catégories. Et l'idée, en fait, c'est d'habituer assez rapidement les joueurs à de la donnée objective. Quand je dis de la donnée objective, ça veut tout dire et rien dire. L'idée, c'est pas de mettre des GPS pour des U16 ou des U18. Ça nous est arrivé de le faire à certains moments pour essayer d'orienter les entraînements, mais c'est pas vraiment ça. Par contre, faire en sorte de leur apporter un petit peu d'objectivité dans la critique perso, dans l'éducation du joueur en lui-même, sur les connaissances rugby, sur la caractérisation des actions qu'il peut avoir sur le terrain, la caractérisation des rucks, des plaquages, des passes, de sa lecture du jeu, de son positionnement sur le terrain, etc., etc. On a modélisé en fait l'ensemble des actions et l'ensemble des thématiques rugby. Et ça, par contre, on l'a généralisé très, très tôt. Et l'idée, c'est de confronter en fait euh, l'auto-évaluation du jeune joueur et l'évaluation de ce même joueur par le coach. Et c'est avec ça en fait qu'on construit les entretiens. Et du coup, je continue. Euh, Quel conseil tu pourrais donner? Alors moi, je suis dans un club qui est pro, mais c'est très récent. Et quel conseil tu pourrais donner pour introduire ces notions-là dans un club où, on va dire, la professionnalisation n'est pas forcément complète sur l'architecture du club? Et je vois par exemple, moi j'ai Lego Derman, on fait les expected points, et ça parle pas du tout, par exemple, au reste des catégories. Mais, mais du coup, comment introduire les choses pour, on va dire, éveiller un peu les consciences sur l'importance d'éduquer les gens sur certains paramètres ou sur des outils, sans dire de les utiliser de façon à ce qu'elles soient opérationnelles, mais au moins éduquer les joueurs pour qu'ils soient préparés à, on va dire, aux exigences du haut niveau. Déjà, avant de parler d'expected points, c'est quelque chose qui est très avancé, qui est très complexe à gérer. Après, il y a les modèles qui existent déjà, on peut très bien faire des copier-coller. Il y a des modèles qu'on peut construire soi-même. Enfin, moi, personnellement, j'ai testé les deux. Après, pour la catégorie dont tu parles, enfin, perso, je pense pas qu'il faut qu'on aille jusque-là. La priorité, c'est d'éduquer déjà. Je le fais juste pour m'entretenir moi, hein. C'est une très bonne chose dans ce cas-là. Mais la priorité, ça reste comment dire, le- l'entente qu'on peut avoir avec les autres membres du staff. Et quand je dis l'entente, sur la philosophie de travail, sur la philosophie rugby, sur la philosophie de développement, sur la conceptualisation tout simple du développement du jeune. Et quand je dis développement, je parle au sens large, je ne parle pas que d'un point de vue physique, je parle aussi d'un point de vue rugbystique. Et une fois qu'on s'est mis autour de la table, que sur le tableau, on arrive à tomber d'accord sur quels sont les éléments les plus importants pour le rugby qu'on veut pratiquer, ben, à ce moment-là, on a commencé déjà à créer quelque chose d'assez intéressant. Et
Pour simplifier, encore une fois, il y a le jeu avec ballon, le jeu sans ballon. Quels sont les marqueurs qui sont importants pour vous dans le jeu sans ballon? Quels sont les marqueurs qui sont importants pour vous dans le jeu avec ballon? On essaye de les lister, on essaye de les simplifier. L'idée, c'est pas d'avoir 10 marqueurs. Et ces marqueurs-là, si on est tous d'accord en tant que, éducateur, coach, préparateur physique dessus, ben, à ce moment-là, on commence un petit peu à éduquer les jeunes pour qu'ils pour qu'ils apprennent en fait à s'auto-critiquer. Euh, si c'est les passes, c'est les passes, si c'est les plaquages, c'est les plaquages. Encore une fois, c'est propre à la philosophie de chacun et à l'environnement de chacun. Mais il faut parler le même langage et plus on simplifie, mieux c'est. Et il faut que ce soit aussi facilement compréhensible par les jeunes. Déjà, rien que parler de expected points, un jeune, on lui parle d'expected points, il va pas comprendre. Même au niveau pro, enfin moi perso, je n'en parle pas. Pour autant, on en a et on les utilise. Ouais, après, les jeunes, ils kiffent quand même, ils aiment bien ça. Mais parce qu'ils ont le côté un peu gaming. Oui, Nous, c'est sûr. on le fait dans un sens éducatif pour comprendre les actions qui sont vraiment disruptives et qui leur permettent de se dire, bah, là, j'ai participé au jeu, je fais quelque chose, je produis quelque chose sur le terrain qui est important pour l'équipe, quoi. C'est plutôt dans Après, ce sens-là. C'est pour ça que je demandais des conseils sur éveiller les consciences parce qu'on l'introduit de cette façon-là et c'est pas forcément évident, quoi. le concept de expected point, il est bien dans le sens où on a des points positifs et on a des points négatifs. Et c'est plus ça, en fait, qu'il faut retenir de l'expected point qu'autre chose. Qu'est-ce qui fait que l'action est positive? Qu'est-ce qui fait que l'action, elle est négative? À partir du moment qu'on fait comprendre ça à l'ensemble des personnes qui sont autour de la table, que ce soit encore une fois des membres du staff ou les joueurs, à ce moment-là, on a déjà évolué vers quelque chose d'assez intéressant. Ça, c'est bien évidemment le step d'au-dessus. Il y a tout ce qui est élément quantitatif et tout ce qui est élément qualitatif. Là, on rentre dans du qualitatif. Et le qualitatif, ben, c'est pareil, enfin, c'est presque partout pareil. On met 10 personnes, c'est la même spécialité ou pas la même spécialité autour de la table. S'il faut, ils ne seront pas tous d'accord sur l'aspect qualitatif en plus ou en moins. En tout cas, pas tous. Ils n'auront pas tous le même avis sur les choses. Merci. Avec plaisir. Si quelqu'un a une dernière question, il peut la poser, puis après, sinon, on dira un grand merci à Saad. Apparemment, c'est bon. Donc, Saad, je laisse le mot de la fin, et puis avant que tu clôtures, un grand merci pour ton temps, ta passion et le partage que tu peux nous faire. Bon, merci à tous d'être là. Je voulais remercier aussi Gilbert, que je vois autour de l'écran. Un ancien que je respecte beaucoup et qui a beaucoup bataillé pour la valorisation de la prépa physique au sens large et qui fait partie des pionniers. J'ai beaucoup de respect pour lui et je te remercie d'avoir assisté à la table. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de t'écouter dans d'autres moments. Merci à toi et merci à tous. Merci Baptiste. Ouais, avec plaisir. Merci à tout le monde et Saad est OK. Donc, il y aura le replay évidemment à disposition qu'on vous enverra. Donc, bonne soirée à tous. Merci encore, Saad. Salut. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Merci Baptiste.